Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans LFNA TV comme tous les lundis soirs pour les fans de football en Nouvelle-Aquitaine. Au programme ce soir des résumés de matchs, tous les résultats avec les conséquences au classement. On s'intéressera notamment au derby du Périgord entre Trélissac et Bergerac ou encore à un choc des leaders en Régional 1 avec d'un côté Périgny, de l'autre Parthenay-Viennet. Et puis trois invités seront avec nous. Tout d'abord Pierre Naudet, manager général du club de futsal de Thouars Foot 79. Il y aura le joueur de Bergerac, Axel Tressens, qui a participé au derby. Et puis on aura un autre manager général, cette fois Manuel Balmer, qui caracole en tête de la régionale 1 dans sa poule avec son club de l'ES Buxerolles. Bref, gros programme, vous l'avez compris, pour ce numéro 128 d'LFNA TV qui démarre maintenant. On débute avec l'information de la semaine. Elle concerne le club de futsal de Thouars Foot 79. C'était une nouvelle attendue du côté du club, nouvelle rassurante. La commission fédérale de discipline de la Fédération française de football a confirmé la victoire de Thouars contre Châteauroux en 32e de finale de la Coupe nationale de futsal. 16e de finale qui se déroulera samedi 17 février à 16h contre les sportifs de Garges, un club du Val d'Oise. Tout cela fait le bonheur de Pierre Naudet, qui est notre premier invité ce soir, le manager général du club de futsal de Thouars Foot 79, qui répond aux questions de Flavien Ziolkowski. Nous sommes avec Pierre Naudet, le manager de l'équipe de futsal de Thouars. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On l'a appris donc, la Fédération française de football a entériné la victoire de Thouars face à Châteauroux en 32e de finale de la Coupe nationale de futsal. Je suppose qu'on peut enfin respirer, c'est un ouf de soulagement Pierre. Ouais, on est évidemment très, très content pour les joueurs et le staff d'être qualifiés, je veux dire, définitivement et officiellement. On avait gagné cette possibilité sur le terrain dans un match un peu fou. Maintenant, cette fois-ci, c'est officiel et on peut désormais se préparer pour le 16e. On rappelait, Thouars menait 7-6 face à Châteauroux en 32e de finale de la Coupe nationale de futsal. Il restait une seconde à jouer lorsqu'il y a eu un envahissement du terrain. À ce moment-là, dans votre tête, qu'est-ce qui s'est passé, Pierre ? On était effectivement, c'était un peu fou. Les événements se sont succédés les uns après les autres. D'abord l'égalisation de notre adversaire à 25 secondes de la fin, puis le 7e but dans les derniers 10e même, j'allais dire. Et puis je crois, voilà, il y a eu un trop plein d'émotions d'un certain nombre de nos jeunes licenciés qui ont envahi le terrain. Donc voilà, c'était juste de l'émotion de joie en fait. Malheureusement mal maîtrisée. On n'a pas réussi, nous, à ce moment-là, les bénévoles, à pouvoir stopper les spectateurs et les empêcher de rentrer. Au bout d'une trentaine de secondes, tout ça a été fait et tout est rentré dans l'ordre. Malheureusement, Châteauroux n'avait pas voulu reprendre. Et voilà, et c'est pour ça que ça a mis un peu de temps et que la fédération a évidemment, puisque le match a été arrêté, la fédération devait trancher et elle a tranché. Ça aussi, il faut bien l'expliquer. Il n'y a pas eu de débordement, juste quelques jeunes sur le terrain et c'est rentré dans l'ordre assez rapidement. On connaît désormais l'adversaire de Thouars pour les 16e de finale. Ça sera une équipe parisienne, les soldats de Garges. Comment vous l'avez appris ? Comment vous préparez cette rencontre ? Donc, vous allez les affronter le 17 février prochain à 16h. Ouais, en fait, on l'a appris. Cette possibilité, on l'avait dès le tirage au sort, qui était quelques jours après le match des 32e de finale. Donc, on s'y préparait déjà. Alors, quand je dis qu'on s'y préparait, c'était un peu compliqué parce qu'évidemment, on n'était pas certain de se qualifier. Mais voilà, on a vu le tirage, on a vu qu'on avait la possibilité de recevoir. Et donc, c'était déjà super intéressant pour nous d'être là. Et on se fait une joie de les recevoir le 17 février. Là, on est en 16e de finale de la Coupe nationale de futsal. Dans quel état d'esprit vous êtes, Pierre, vos joueurs ? C'est un exploit, c'est quand même assez incroyable. Vous allez peut-être être dans les 16 meilleures équipes. Vous êtes dans les 32e meilleures équipes de France. Là, les joueurs comme le staff, moi, j'entraîne pas au quotidien cette équipe. On a un coach, moi, je suis le manager général du club. Mais évidemment, eux, dans le quotidien, ils sont par moment sur un petit nuage parce que pour le club, c'est assez exceptionnel. Nous, on est un club de niveau régional parce que le Thouars Foot a des équipes en herbe en R1 et en R2. Dont je m'occupe d'ailleurs, mais c'est vrai que pour notre équipe départementale de futsal, c'est vraiment un truc de fou. Et nos garçons, ils sont juste super contents. C'est une belle manière de parler du club, de la ville.
Et forcément, c'est quelque chose de génial pour nous et même pour l'organisation générale du club. On va mettre des choses en place pour bien organiser tout ça. C'est vraiment super. Vous avez senti une effervescence au sein du club sur cette section futsal depuis du coup le parcours quand même assez incroyable de cette équipe? Oui, enfin, ça date même d'il y a plus de l'année dernière, parce que l'année dernière, l'équipe avait fait une demi-finale de la Coupe régionale, avait gagné la Coupe départementale, donc il y avait déjà eu quelque chose de ce genre. On avait pas rempli, mais pas loin notre salatoire sur une demi-finale de Coupe régionale l'année dernière. Donc il y a une vraie atmosphère festive, populaire à l'intérieur du club autour de cette équipe. Mais en général, on est un club assez populaire avec des gens qui viennent voir les matchs. Mais c'est vrai que là, sur le futsal, ça a une dimension qui est vraiment sympa et intéressante. Donc prochaine rencontre donc, que l'on suivra attentivement de Thouars le 17 février où LFNA TV posera ses caméras le 17 février donc face à l'équipe parisienne de Garges et on suivra attentivement cette rencontre et donc ce parcours. Merci à vous Pierre Naudet d'avoir été avec nous quelques minutes au micro de LFNA TV pour ces réactions. Merci à vous, à bientôt. On passe maintenant à l'actualité des championnats. Galanterie oblige, on attaque comme toujours avec le foot féminin et la D1 Arkema. Vous le voyez, on jouait la 14e journée de D1 Arkema ce week-end. Match nul, un but partout des Girondins de Bordeaux face à l'en avant Guingamp. Les Girondins, toujours lanterne rouge du classement avec 6 points en 13 journées. En troisième division féminine, ça se passe mal également pour le club du FCE Mérignac-Arlac. Vous le voyez, 11e journée de la poule B. Et encore une défaite, malheureusement pour les Girondines. Défaite 2-0 sur le terrain de l'US Colomiers. Au classement, le FCE Mérignac-Arlac est dernier avec 0 points en 11 journées et moins 38 de différence de but. On passe maintenant à l'actualité du foot masculin avec tous les résultats et les conséquences au classement. On débute avec la Ligue 2 BKT et les clubs de Nouvelle-Aquitaine. La 23e journée, Pau était opposé au leader, la JOCR au Noustecamp. Pau qui a décroché le nul, 2 buts partout grâce à un doublé de Khalid Boutaïb. Pau désormais 6e du classement. On écoute la réaction d'après-match de la nouvelle recrue Jordi Gaspard, le latéral interrogé au micro de France Bleu Béarn Bigorre. Je suis content, intéressant, c'est vrai que les terrains me manquaient et je me suis retrouvé à venir dans des circonstances un peu délicates, mais on m'a bien accueilli, un groupe exceptionnel, les coachs, etc. Et puis le premier match, c'était un match assez spécial. On est tombé quand même sur les leaders, mais il fallait répondre présent. Donc j'ai été bien préparé et j'ai essayé de donner le meilleur de moi pour apporter le plus à l'équipe. Je sais qu'il m'en manque encore beaucoup. Mais je suis déjà confiant pour la suite, donc c'est intéressant. Je pars quand même avec beaucoup de positifs. Physiquement, comment ça allait ? Ouais, quand même, ça a tapé. C'est vrai qu'il me manquait le rythme, mais voilà, comme j'ai dit, j'ai bien été préparé et ça m'a permis quand même de pouvoir tenir un maximum. Et je pense qu'au fil des matchs, ça va aller de mieux en mieux. En tout cas, l'intégration dans ce Pau FC, comment ça se passe ? Top, franchement, rien à dire. Tout le monde a bien pris soin de moi, tout le monde a fait en sorte que ça puisse se passer vraiment le mieux possible et je leur suis reconnaissant parce que sinon ça aurait été un peu compliqué. Donc en moins de 2 semaines, je me retrouve déjà à faire une semaine et jouer, mais parce que tout va bien justement. Si ça avait été un peu délicat, ça n'aurait pas été le cas. Donc ouais, je remercie le coach, les dirigeants et surtout les joueurs. Franchement, c'était au top. De leur côté, les Girondins de Bordeaux étaient en déplacement du côté de l'Estac. Les Girondins qui s'inclinent 2-1 avec un but du revenant Renaud Ripard pour le club de Troyes, entraîné désormais par David Guillon. Au classement, Bordeaux est 13e avec 28 points. On écoute la réaction du Bordelais Malcolm Bokele, forcément déçu au micro de Girondin TV. Franchement, déçu. Déçu, on avait à cœur d'enchaîner une 3e victoire. Maintenant, ça n'a pas été fait. On sait qu'on a dominé une grosse partie du match. Maintenant, comme on dit, dominer, c'est pas gagner. On a perdu ce match, on est déçus et on est déjà concentré sur le prochain match. Un étage plus bas en national, on jouait vendredi soir la 19e journée de championnat. Vous le voyez, très belle victoire des Chamois niortais sur la pelouse de Villefranche-Beaujolais sur le score sans appel de 4-0. Au classement, les Chamois sont 2e à 6 points du leader, le Red Star. En National 2, on jouait la 15e journée. On va s'intéresser à la poule B, celle qui comporte les clubs de Nouvelle-Aquitaine. Une poule B qui démarrait vendredi soir avec un match au Stade Lebon entre Angoulême-Charente et le leader Vendée-les-Herbiers. Le résumé de cette rencontre vous est proposé
par Flavien Ziolkowski sur des images fournies par VO. Dans les autres matchs, à noter la belle victoire du FC Libourne qui s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Blois. Et puis il y avait un derby du Périgord au stade Firmin Dodou. Trélissac était opposé à Bergerac. Victoire du club à l'extérieur, victoire 2-0 de Bergerac pour le plus grand bonheur de notre invité, Axel Tressens, qui répond aux questions de Flavien Ziolkowski. Nous sommes avec Axel Tressens, joueur offensif de Bergerac Périgord FC. Bonsoir Axel. Bonsoir. Je le disais tout à l'heure, victoire 2-0 face à Trélissac ce week-end. Trélissac réussit bien cette saison à Bergerac car ça fait déjà la deuxième fois en championnat que vous remportez le derby de la Dordogne. Est-ce que le match reflète le score et le résultat ? Oui, je pense. Je pense qu'on peut même marquer plus. Eux aussi peuvent marquer, mais on a réussi à être efficace dans les deux surfaces et je pense que le score reflète bien le match. Ouais. Je suppose que cette victoire, forcément, elle fait du bien dans un championnat homogène, compliqué. On le sait, il y a 5 descentes cette saison. Ça vous permet de respirer un petit peu ? Ouais, c'est ça. Ouais. C'était, on va pas dire un match de la mort, mais c'était quand même un match qui va compter dans le maintien. Donc, c'était très important de gagner. Ouais. Ouais, justement, comment vous l'avez appréhendé, cette rencontre face à Trélissac, l'un de vos concurrents directs également pour le maintien ? On n'a pas réellement changé de choses. En fait, on s'est juste dit quelques mois en début de semaine, comme quoi il fallait en faire plus, parce que si on n'arrivait pas à gagner, c'est qu'il manquait quelque chose. Donc, on est reparti au travail plus que d'habitude et ça a payé. Justement, cette saison, Bergerac Périgord FC a fait un bon parcours en Coupe de France. Malheureusement, cette élimination face à l'Olympique Lyonnais. Mais du coup, vous avez des matchs en retard. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Parce que vous avez, il me semble, 2 matchs de retard par rapport à ceux qui sont devant vous. Ben, on se dit en fait que quand on a un match en retard, les autres équipes elles jouent pas. Donc, ça peut nous permettre, en cas de bon résultat, de gratter des points quand les autres équipes n'en grattent pas. Donc en soi, c'est pas très dérangeant. Mais juste, il faut pas faire que perdre les matchs en retard, quoi. Comment vous le vivez ? Parce que chaque week-end, c'est un combat. Là, vous allez affronter Libourne, qui est quand même devant et qui est dans le top 2 de cette poule en National 2. Chaque week-end, c'est retourner au combat et qu'il y ait une victoire ou une défaite, en fait, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous pouvez être sauvé à la dernière journée ou monter à la dernière journée. Ouais, c'est ça. Non, c'est mieux de vivre une saison avec des émotions, même si parfois elles sont négatives, que de vivre une saison où on joue rien. Parce que comme ça, on vit des émotions, c'est quand même notre passion. Donc, on aime vivre des émotions. Et bon, là entre guillemets, avec la coupe et le championnat, on va en vivre. Mais non, c'est pas forcément plus de pression que ça. Axel, vous allez avoir 24 ans, si je ne m'abuse. Vous êtes encore jeune, mais on a l'impression que ça fait plusieurs années que vous êtes le leader, l'un des leaders de ce groupe-là. Comment c'est possible ? Racontez-nous un peu votre parcours et comment vous êtes arrivé à Bergerac. Ben, moi, j'étais à Pau, donc je basculais, je faisais réserve et équipe première à Pau.
Et sauf que je jouais pas vraiment en National 1 à l'époque à Pau, donc Bergerac m'a appelé et le feeling est directement passé avec le président. Donc je suis venu au début ouais, un peu en tant que jeune et sauf qu'il y a eu 2 ans de Covid, donc voilà, j'ai pris mon mal en patience et au final je suis resté pour plein de raisons et au final c'est ma 5e saison. Donc ouais, maintenant on peut dire que je connais pas mal le club, je connais pas mal le niveau, donc ouais, je suis un petit peu, peut-être pas un leader, mais je suis un petit peu un ancien, on va dire. Un ancien à 23 ans, c'est beau, donc bravo, bravo à vous. Comment vous voyez les prochaines saisons? Vous ne vous posez peut-être pas la question, mais toujours à Bergerac la saison prochaine, c'est peut-être pas le moment d'en parler aussi, ou alors d'y penser? Ouais, je sais pas trop parce que ça peut aller vite, ça peut aller au dernier moment dans les deux sens si je reste ou si je pars. Donc franchement, j'y ai même pas encore pensé. L'adaptation aussi avec le nouvel entraîneur, est-ce que c'est une chose qui s'est bien passée? On le sait très bien, Erwan Lanuzel, qui était l'un des coachs assez emblématiques de cette Nationale 2, est parti au Girondins de Bordeaux. C'est Yacine Azaaf qui l'a remplacé. Comment ça se passe avec le nouveau coach? L'adaptation se fait-elle bien? Ouais, ça se fait bien. L'adaptation s'est très bien faite. Il est jeune, il est à l'écoute, on va dire qu'il est tranquille. Donc franchement, tout s'est bien passé, ouais. On va parler d'un homme qui cartonne également. Il marque beaucoup de buts. On l'a eu une semaine avant le match face à l'Olympique Lyonnais. C'est Romain Escarpite qui met encore un doublé ce week-end. Racontez-nous pourquoi ça fonctionne si bien et votre alchimie également, votre relation avec lui, que ça soit en dehors ou sur le terrain. Ouais, cette année, il est injouable, hein. Franchement, cette année, il est injouable. Il a une demi-occasion, il va la mettre. Alors que les autres années, il avait une occasion entière et il la mettait pas. Mais non, moi, c'est mon pote, même en dehors du foot. Donc, franchement, je suis trop content pour lui et pour nous aussi, parce que du coup, il marque les buts pour nous. Donc, franchement, c'est que du positif. Après, ce qui a changé comparé aux autres années, je sais pas. Il a eu un enfant, donc peut-être qu'il est plus concentré, ou je sais pas. Il veut peut-être le rendre fier directement, même si son petit s'en souviendra pas. Mais en tout cas, c'est top, ouais. Axel, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Bergerac Périgord FC là, jusqu'à la fin de la saison? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Ben, le plus de victoires possible et forcément un maintien avec le plus de points possible. Eh bien, en tout cas, on suivra ça attentivement, on vous le souhaite. Et merci Axel Tressens, donc ailier de Bergerac Périgord FC, d'avoir répondu à quelques questions pour LFNA TV. Merci beaucoup Axel. Merci à vous. Bonne soirée. C'était le Bergeracois Axel Tressens au micro de Flavien Ziolkowski. On va voir les conséquences au classement de cette journée de National 2 avec Vendée-les-Herbiers qui conserve son fauteuil de leader. 3 points d'avance sur le FC Libourne qui revient bien. La Roche-Vendée est 3e. Du côté des autres clubs de la Nouvelle-Aquitaine, Angoulême-Charente est 7e avec 19 points. Bergerac-Périgord, 11e avec 16 points devant Trélissac, 12e avec 13 points. Et puis la lanterne rouge de ce championnat se nomme la réserve du SCO Angers qui est 14e avec 4 points. En National 3, on jouait la 15e journée de championnat. On attaque avec la poule B. Vous voyez les résultats. Un but partout entre l'Aviron Bayonnais et Onet-le-Château. La victoire de Saint-Paul Sport qui s'est réveillée en gagnant à l'extérieur sur le terrain de Canet-Roussillon 3-1. La défaite de la réserve des Girondins de Bordeaux sur le même score sur la pelouse de Blagnac. 4-0 pour Castanet. Défaite de Buzyn à domicile pour les Genêts d'Anglet. Victoire 1-0 à l'extérieur pour le Stade Bordelais. Et victoire également 1-0 pour la réserve du Pau FC face à l'US Lège Cap-Ferré. Conséquence de cette journée au classement, Castanet est toujours leader avec le même nombre de points que les Genêts d'Anglet, mais un meilleur goal average. Blagnac est 3e, la réserve du Pau FC 4e, le Stade Bordelais 5e, Colomiers 7e, Canet-Roussillon 8e, l'Aviron Bayonnais 9e, devant Onet-le-Château, l'US Lège Cap-Ferré 11e avec 15 points, la réserve des Girondins 12e avec 13 points, Saint-Paul Sport est 13e avec 11 points. On vous donne maintenant les résultats dans la poule C, toujours en National 3, avec le 0-0 entre l'US Chauvigny et le leader, le FC Montlouis. 1-0 pour Châtellerault à domicile face à Vierzon. La défaite 3-1 du Stade Poitvin.
La victoire 1-0 de Bourges Foot face à Vineuil, le nul de but partout entre Château-sur-Loire et Panazol, et puis le nul de la réserve de Châteauroux du côté de Chambray. Ça donne au classement Montlouis, leader avec 9 points d'avance sur le Stade Poitvin. 3e Ouest Tourangeau du côté de la Nouvelle-Aquitaine. Châtellerault est 5e, le club de Panazol 8e, Chauvigny et 9e. La lanterne rouge de ce classement se nomme le FC Chambray. Dans la poule D, toujours en National 3 et toujours concernant la 15e journée de championnat, 0-0 entre la Châtaigneraie et Vendée. Fontenay Foot du côté de la Nouvelle-Aquitaine, match nul, un but partout entre la réserve des Chamois Niortais et le club de Vertou. Et puis le FC Choré s'est incliné en déplacement sur la pelouse des Sables d'Olonne, victoire 1-0 pour les Sables. Ça donne au classement la réserve du FC Nantes en tête avec 2 points d'avance sur Vendée Poire et Foot. 3e l'US Saint-Philbert et puis les Chamois Niortais sont 10e avec 15 points. Le FC Choré, lui, est 8e avec 17 points. On passe maintenant aux résultats de la régionale 1 avec la poule A. On jouait la 13e journée de championnat. Voici les résultats. 6-1 pour Neuville qui a explosé la réserve de Chauvigny. 2-0 pour la réserve du Stade Poitvin sur la pelouse de l'ES Guérétois. 0-0 dans le derby de Charente-Maritime entre Rochefort et La Rochelle. 4-0 pour Bressuire face à Toire Foot 79. 1-0 pour l'ES Buxerolles face au FC Nueil-Aubier. Et puis victoire 2-1 de l'Étoile Maritime face à Saint-Jean d'Angély. Au classement, l'ES Buxerolles est en tête avec 24 points. 1 point devant le FC Bressuire. 3e Nueil-Aubier, 4e Saint-Jean d'Angély. L'Étoile Maritime est toujours lanterne rouge du classement. L'ES Buxerolles s'installe donc dans le confortable fauteuil de leader de cette poule A de Régional 1. Et pour parler de la saison du club de Buxerolles, nous sommes avec son manager général, Manuel Balmer, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre. Bonsoir Manuel. Bonsoir. Manuel, est-ce que déjà on peut un petit peu, pour nos téléspectateurs, présenter et situer le club de Buxerolles? Alors Buxerolles, c'est dans la périphérie très proche de Poitiers, dans le département de la Vienne. Voilà. Vous êtes un club qui évolue en R1, on va y revenir, avec une très belle saison dans la poule A. Est-ce que vous pouvez, ça c'est pour l'équipe senior, est-ce que vous pouvez nous dire de tête combien vous avez d'équipes et combien de licenciés? Alors aujourd'hui 360 licenciés, 62 précisément. Une équipe donc en R1, une équipe en R3, une équipe en D3 pour le pôle senior. Et puis après, chaque catégorie de jeunes est représentée quasi pour toutes les catégories d'âge. Et avec donc cette locomotive de l'équipe senior, le poste de manager général, ça consiste en quoi? Parce qu'on sait que ça évolue un petit peu en fonction des clubs. C'est pas la première fois qu'on a un manager général, mais du côté de Buxerolles, ça se passe comment? Beaucoup de travail, on suppose, Manuel? Oui, disons que c'est la suite logique de mon investissement au sein du club. J'ai été 9 ans entraîneur de la R1 sur Buxerolles et puis depuis 2 ans manager général, évidemment, surtout autour de la structuration du club, avec une forte appétence sur le côté sportif, donc évidemment plus ciblé sur les seniors, et avec après deux responsables techniques jeunes pour les jeunes, et puis après toute la partie évidemment aussi encadrement des nombreux bénévoles, du partenariat. Voilà, un poste assez large et très intéressant. Avec en plus une saison qui se passe très bien. On va en parler puisque vous êtes dans la poule A, on l'a dit, de Régional 1. Une poule très relevée, hein, on le dit souvent, mais quand on a l'ESR, quand on a Bressuire, quand on a Rochefort, Toire Foot 79, on a évidemment l'ES Guérétoise par exemple, ça veut dire qu'il faut être costaud pour aller chercher le haut de tableau et pour l'instant ça se passe bien. Ouais, on est très satisfait. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à 10 journées de la fin à être en tête de cette poule. C'est vraiment une grosse satisfaction. Évidemment, comme toutes les équipes de cette poule et comme cette année est très particulière, ce qui nous importe, c'est de ne surtout pas être dans les 6 derniers. Donc en jouant le haut de tableau, voire le très haut de tableau, bon voilà, c'est déjà cette épine dans le pied qu'on essaie de s'enlever. Après, voilà, les résultats avancent, on est encore invaincu. Il y a un gros travail du staff, gros travail des joueurs bien évidemment. Pour l'instant, on est extrêmement satisfait, mais
Il reste encore 10 journées et on sait que le plus dur arrive maintenant, vu qu'on va être attendu sûrement partout. Ouais, maintenant vous allez être respecté, vous allez être craint, évidemment, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous parliez de ce statut d'invincibilité, là c'est important aussi parce que quand on regarde les différentes poules de Régional 1, vous êtes que deux à être encore invaincus. Il y a le bassin d'Arcachon qui, on le sait, a de gros moyens et de grosses ambitions. Ça doit être une fierté quand même d'être encore à 0 défaite à ce stade de la saison. Ouais, vous parlez de moyens, c'est curieux parce qu'effectivement, je pense qu'on en a un petit peu moins que le bassin d'Arcachon. Et ce que je dis souvent, à défaut de moyens, on a des idées. Et donc effectivement, ouais, c'est une vraie fierté. Et je réitère ce que je dis tout à l'heure. Évidemment, le travail du staff et le travail des joueurs est considérable là-dedans. C'est aussi cette dynamique qui a été créée. Ça entraîne. On sait pertinemment que le foot n'est pas une science exacte, mais bon, quand on a des bons résultats, la dynamique est positive. J'ai coutume de dire que les potons sont souvent rentrant offensivement et sortant défensivement. Donc, continuons dans cette dynamique-là. Et souvent, quand on a une dynamique comme ça, on est toujours un peu inquiet de la trêve hivernale. Vous, ça va, la dynamique n'a pas été cassée par cette petite pause hivernale? Alors à Buxoral, on commençait plutôt nos championnats difficilement et on y finissait plutôt bien. Donc je m'étais dit dans un petit coin de ma tête qu'en commençant très bien, si on faisait ce qu'on faisait d'habitude, ça pouvait donner quelque chose de bien. Bon, et force est de constater que pour l'instant, ça se passe pas trop mal. On croise les doigts pour que ça continue le plus longtemps possible. Avec encore une victoire 1-0 là, ce week-end contre Nueil-Aubier. Est-ce que ça change, en toute franchise, sans langue de bois, Manuel, est-ce que ça change un peu les objectifs ou pas du tout? Ah, comme je l'ai dit tout à l'heure, véritablement cette saison est très particulière, alors, notamment parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quand même de nombreuses descentes. Et faut pas non plus oublier que si on devait être premier, il n'y a pas automatiquement d'accession, il y a encore des barrages d'accession. Non, sincèrement, comme on va rester très humble, très modeste, avec beaucoup d'humilité. C'est d'éviter ces 6 premières places, de jouer un maintien confortable. Et après, j'essaie vraiment pas de faire de langue de bois, mais c'est vraiment la vérité. Continuons comme on fait, et puis on verra ce qui arrivera dans un futur proche. Les matchs les uns après les autres, comme on dit, avec déjà un déplacement qui sera forcément compliqué à Thouars samedi. Oui. On va avoir cette étiquette maintenant de leader invaincu. On va être attendu. Vous l'avez dit, Thouars, c'est un club très respectable, très respecté, avec un énorme palmarès qui est sûrement pas à sa place aujourd'hui. Donc, on s'attend véritablement à un match très difficile. À nous de bien le préparer. Et on vous souhaite évidemment le meilleur pour cette fin de saison. Ça commence avec Thouars samedi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'ensemble du club? Que la série d'invincibilité se prolonge le plus longtemps possible, ça sera bon signe. Oui, évidemment que si on pouvait continuer à être invincible, ce serait parfait. Et on va pas oublier aussi nos deux autres équipes seniors, la R3 qui joue les premiers rôles aussi en R3, notre D3 qui est aussi première. C'est aussi ça Buxerolles. J'aime bien dire que c'est vraiment un club qui fait attention à toutes ses équipes et les jeunes aussi. La dynamique est très positive pour l'ensemble du club. Alors, si ça peut continuer comme ça cette année, puis les autres années futures, je pense que tout le monde au sein du club et évidemment tous les dirigeants et les bénévoles seraient très satisfaits. On vous le souhaite, Manuel, et on vous remercie. On rappelle notre invité Manuel Balmer, manager général de l'ES Buxerolles, qui caracole en tête de la poule A de Régional 1. Merci beaucoup, Manuel. Merci à vous pour ce petit focus. Ça fait plaisir à tout le monde. C'était Manuel Balmer, manager général du club de l'ES Buxerolles. On va voir maintenant les résultats dans la poule B et dans la poule C, toujours en Régional 1. Dans la poule B, il y avait pas mal de rencontres intéressantes. La victoire de Mérignac-Carlac à domicile face à Porte-Entre-deux-Mers 1-0. Victoire à l'extérieur pour Boulazac sur la pelouse de Brive 2-1. Saint-Médard-en-Jalles, Bas-Lormont 2-0. Victoire de la réserve de Trélissac sur le terrain de Couzé-Châtelat 3-1, le nul 1 but partout entre Nontron-Saint-Pardoux et Angoulême-Charente, et puis la victoire 1-0 pour le CS Fétia face à l'US Senon au classement. Mérignac-Carlac est en tête avec 4 points d'avance sur la réserve d'Angoulême-Charente. En bas de tableau, on retrouve Senon et Nontron-Saint-Pardoux.
Dans la poule C, maintenant, là aussi, des matchs intéressants, notamment la victoire brillante du Stade Montois 3-0 face à Cestas, le nul 0-0 entre le leader, le FC Bassin d'Arcachon et l'Asmur, 2-0 pour les Croisés de Bayonne sur la pelouse de l'Escar. La jeunesse villenavaise a battu l'Iriburuco Ainara 1-0, victoire 1-0 également pour Biganos sur le terrain de la Brède, un but partout entre Mérignac et Larine. Lusien au classement, ça se resserre avec 5 points d'avance pour le Bassin d'Arcachon sur Biganos. Les Croisés de Bayonne sont 3e avec 20 points en bas de tableau. On trouve 2 clubs en difficulté, la Brède 11e, le FC l'Escar 12e et Lanterne Rouge avec 6 points. Un étage plus bas maintenant en Régional 2, il y avait un gros duel, un choc des leaders du côté de l'agglomération rochelaise entre le FC Périgny, leader du classement, et Parthenay Viennet, son dauphin. Un choc des leaders suivi pour nous par notre correspondant Théo Rodriguez. Le choc de cette 13e journée de Régional 2, le FC Périgny recevait le RC Parthenay Viennet au stade municipal de Périgny. Un duel au sommet puisque les deux clubs occupent respectivement la première et la deuxième place au classement de cette poule A et ont surtout le même nombre de points mais un bilan un peu différent. Pour l'instant, les Parthenaysiens n'ont perdu qu'un seul match de championnat, tandis que les Pérignaciens, eux, se sont déjà inclinés à 3 reprises. Une victoire d'un des deux clubs ce soir leur permettrait de devenir seul leader. Les joueurs sont prêts et ils entrent sur la pelouse. L'arbitre de cette rencontre, M. Aubert, va pouvoir donner le coup d'envoi de ce match. Possession parthenaysienne en ce début de rencontre. Ce ballon est centré dans la boîte en direction de Goubeau qui reprend de la tête mais ne trouve pas le cadre. Quelques minutes plus tard, coup franc pour Parthenay. Maillet centre parfaitement ce ballon pour la tête de Steele. Le portier s'interpose et Bourreau tente de sauver les siens, mais sa tête touche la transversale avant de finir au fond des filets. Ça permet à Parthenay d'ouvrir le score très tôt dans ce match, 1-0. Périgny tente de réagir. Burgeot décale pas et côté gauche, il s'avance et frappe, mais sa tentative n'est pas cadrée. Touche pour Parthenay, Goubeau dévie de la tête pour Keita dans le dos de la défense, mais sa demi-volée passe à côté des cages adverses. Coup franc côté gauche pour Paille, c'est centré second poteau pour Bourreau qui reprend de la tête, mais encore une fois, ne trouve pas le cadre. 45e minute, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. À la mi-temps, Parthenay mène 1-0 au stade municipal de Périgny. Grégory Dufour, le président du FC Périgny, déplore le niveau de jeu proposé par ses joueurs lors de ce premier acte. Ça reflète exactement le niveau de jeu que l'on a depuis 2-3 mois. On a eu un début de saison qui était très bon. On a fait des très bons matchs amicaux. Une Coupe de France, c'était top. Début de saison aussi, les premiers matchs étaient très bons. Et là, on a du mal à confirmer. Est-ce que c'est l'hiver, les terrains gras, il fait pas beau, je sais pas, mais ouais, c'est vrai que c'est décevant ce soir. Oui, on connaît Parthenay, on les a joués il y a 2 ans, on sait que c'est une équipe aguerrie qui joue à un niveau au-dessus l'année dernière. Alors au tableau, on est 7 équipes à se tenir dans un mouchoir de poche, donc aujourd'hui ça va être très compliqué jusqu'au bout. Mais effectivement, on se doutait que ce soir ça allait être un match très compliqué. Il y a une deuxième mi-temps, donc on va faire le dos rond, on va faire ce qu'il faut pour revenir au score. Après, ce que je veux moi surtout, c'est qu'ils puissent montrer ce qu'ils valent exactement. On a du mal à montrer notre jeu, montrer notre valeur depuis quelques matchs. C'est ça qui est le plus décevant. On a fait un très bon match à Dompierre. Alors c'était un derby, peut-être qu'il y avait aussi un supplément d'âme, mais ce qui est dommage, c'est que on n'arrive pas à mettre ce supplément d'âme à chaque match depuis 2-3 mois. Bon, j'ai confiance au coach, j'ai confiance dans l'équipe. Au pire des cas, si c'est qu'une bataille, on ne perd pas la guerre, mais il va falloir absolument faire en sorte qu'en deuxième mi-temps, ça soit nous les patrons, qu'on montre qu'on est chez nous. Ça fait quand même 2 matchs de suite que l'on perd à la maison. Là, ça ferait un 3e dans le pire des cas. C'est pas très très bon pour nous. Voilà. Au retour des vestiaires, corner pour Parthenay, c'est repoussé par la défense de Périgny, mais ça profite à Bacle, seul devant la défense qui reprend ce ballon à une touche, mais sa frappe s'envole au-dessus de la transversale. Possession pérignacienne, Rousseau est lancé en profondeur et gagne son duel de vitesse avec le défenseur adverse avant de délivrer une galette pour Burgeot seul au point de pénalty. Il contrôle du gauche et frappe du droit. Ce ballon trouve le chemin des filets.
Périgny recolle au score, ça fait 1-1. Sur ce ballon long, Rouzade rate sa sortie, ça profite à Rousseau à 25 mètres des cages côté droit, les cages ouvertes. Il prend sa chance du droit à ras de terre mais sa tentative frôle le montant. Grosse occasion pour les Pérignaciens qui manquent de prendre l'avantage de peu. Rousseau dans l'axe décale Martins Pereira qui lance deux louches en profondeur et prend sa chance. Mais sa frappe manque de précision pour tromper la vigilance de Rouzade. Périgny continue de pousser, Rousseau est à la réception de ce coup franc, contrôle de la poitrine, se retourne et tente une demi-volée, mais sa frappe est trop écrasée. Coup franc pour Parthenay à l'entrée de la surface, c'est enroulé par Keita, mais la transversale sauve les joueurs pérignaciens. Coup de sifflet final, le score en restera là. Les deux équipes se neutralisent sur le score de 1-1 et restent à égalité de points à la tête du classement de cette poule A de Régional 2. Un score frustrant assure Willy Genot, l'attaquant de cette équipe parthénaisienne. On peut avoir un peu de frustration quand on voit le déroulement de la partie. On est plutôt bien en première mi-temps où c'est un dispositif qu'on a très peu travaillé, où on a essayé de s'adapter à l'adversaire. On marque... C'est dans le cours du jeu, on domine assez aisément. Après, on voit qu'au retour de la deuxième période, ils mettent un peu plus d'intensité, donc c'est là où c'est un peu plus compliqué. On essaie de faire les efforts. Ils ont très peu d'occasions, c'est ça qui peut être un peu frustrant quand on voit le déroulement du match où ça se termine par un match nul. Mais dans l'ensemble, collectivement, on s'est tous battus ensemble, donc c'est plutôt agréable. Puis on va voir ce qu'on peut essayer de faire en fin de saison. On joue le haut de tableau et puis après on verra si c'est monté ou si c'est rien du tout. Notre première partie de saison, on a fait très peu de matchs à l'extérieur, donc c'était important de savoir se jauger aussi comment ça allait être contre une grosse équipe. Au match aller, on avait fait aussi match nul, 1-1. On savait les qualités qu'ils avaient, on sait aussi nos qualités, mais dans l'ensemble, les deux équipes se valent. Match nul n'est pas démérité, c'est juste un peu de frustration par rapport à ce qu'on aurait dû avoir comme résultat. On espérait la victoire depuis au début de la saison, mais là on ne s'entendait pas avoir match nul ce soir. Il faudrait s'entraîner plus pour faire plus de victoires, parce que là ça va mal. Il faudrait s'appliquer plus devant le goal, il n'y avait que ça à faire. Sinon on a eu beaucoup d'occasions. Quelle analyse, une belle équipe de Parthenay, voilà, ils ont fait une grosse première mi-temps. Ils ont pris l'ascendant, ils ont sur un corner, mais logiquement, je pense, voilà, sur des duels, etc. Et voilà, et on a bien réagi en deuxième mi-temps. On a fait les efforts, on a gagné plus de duels, on marque. Je pense que c'est logique sur ce but. Après, on peut marquer une deuxième fois, mais bon, voilà. Parfois, il faut savoir avouer la qualité de l'adversaire et elle était bonne ce soir. Voilà, une belle équipe. Ouais, bien sûr, il y a de l'engagement. C'est des équipes qu'on connaît, qui ont des grosses valeurs. Ils l'ont montré. C'est des combats. Voilà, comme souvent dans les matchs de foot, ça commence par les duels et c'était très intéressant. Je pense qu'on a bien bossé aussi. Tout le monde a bien travaillé. C'est principal. On termine avec un match de Régional 3 dans la poule A. Le club de l'Avenir Maritime Lalleux, La Palisse recevait Mignaloux Beauvoir du côté du stade André Braque de La Rochelle. Là encore, un match suivi pour nous par la caméra de Théo Rodriguez. Treizième journée de Régional 3, l'Avenir Maritime Lalleux La Palisse recevait l'AS Mignaloux Beauvoir au stade André Braque de La Rochelle. Un duel de bas de tableau puisqu'avant le début de cette rencontre, les Rochelais occupaient la dernière place au classement avec seulement 2 matchs remportés en 12 rencontres. Face à eux, Mignaloux Beauvoir, 10e au classement, comptabilise 4 victoires. L'enjeu de ce match est capital pour le maintien en Régional 3 et ça, Frédéric Dumarot le sait bien. Le président de l'Avenir Maritime espère bien une victoire pour pouvoir se relancer. Bon, comme vous venez de le dire, on a fait un très bon parcours en coupe. Et c'est vrai qu'après le championnat, on a eu du mal à enchaîner. Bon, je pense qu'on est une équipe jeune. Et c'est vrai que bon, c'est pas facile d'enchaîner derrière un bon parcours comme ça. J'ai pas trop de solutions, mais ouais, je pense que la jeunesse fait qu'après un parcours comme ça, des fois, on a du mal à se remettre les idées à l'endroit. Et je pense que c'est ça. Bon, là, on est sur une nouvelle
un nouvel entraîneur et puis on va travailler pour s'en sortir. Bon, la victoire évidemment, parce qu'on a commencé la semaine dernière par une victoire à l'extérieur à Caponis. Donc aujourd'hui il faut bonifier cette victoire par une victoire à la maison. Donc le mot d'ordre c'est la victoire, absolument les 3 points pour ne pas se faire décrocher au classement. Les joueurs sont prêts et ils entrent sur la pelouse accompagnés du trio arbitral. L'arbitre central de cette rencontre, M. Bramoul, va pouvoir donner le coup d'envoi de ce match. Lancé côté gauche, Achouri centre à destination de Das Neves qui prend sa chance mais trouve Bernard sur la trajectoire. Coup franc pour les Mignaliens, c'est frappé dans la boîte et dévié de la tête par Agag. Jorigne prend de vitesse le défenseur rochelais qui laisse traîner son pied. L'arbitre désigne le point de pénalty. C'est Jorigne qui va s'en charger de son pied gauche. Contre-pied parfait. Mignalou Beauvoir ouvre le score dans ce match. Ça fait 1-0. Coup franc pour l'Avenir Maritime côté gauche, c'est bien anticipé par Quaresma, mais il laisse traîner ce ballon, ça profite à Laurent qui frappe en tombant, mais la tentative frôle le montant. Das Neves est à la retombée de ce ballon haut, il décale Jorigne côté gauche qui s'avance et lobe le portier rochelais, mais Sanson, en dernier rempart, fait un superbe sauvetage et dégage ce ballon en sortie de camp. Nouvelle offensive mignalienne, Agag retrouve Achouri à l'entrée de la surface et prend sa chance du droit. Ce ballon est contré mais profite à Jorigne pour un duel face à Bernard. Mais le portier rochelais gagne son duel face à l'attaquant. On en reste à 1-0. Coup franc sur la ligne médiane pour l'Avenir Maritime. C'est joué le long de la ligne pour Prou qui combine avec Mas et lui remet dans la surface. Pour un centre fort devant la cage, Gachet est à la réception de ce centre et n'a plus qu'à placer sa tête. L'Avenir Maritime réduit la marque. Ça fait 1 partout. Possession rochelaise de nouveau, où l'Agnon est lancé en profondeur. Côté gauche, il centre à destination de Gachet, mais cette fois-ci, sa tête s'envole au-dessus de la transversale. Coup franc pour l'Avenir Maritime à l'entrée de la surface. Bourdon prend sa chance du droit, mais Quaresma avait bien eu la trajectoire et s'empare facilement de ce ballon. 45e minute, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. À la pause, les deux équipes se neutralisent sur le score de 1 partout au stade André Braque de La Rochelle. Au retour des vestiaires, coup franc pour Mignalou, c'est frappé fort, mais Bernard fait une belle parade. Gachet est retrouvé dans la surface après ce bon centre, il talonne pour Mas qui temporise et frappe du gauche, mais sa tentative s'envole au-dessus de la barre. Coup franc pour l'Avenir Maritime, c'est centré par Oulagnon qui reprend de la tête et trompe la vigilance du portier. Ce ballon vient se loger dans le petit filet droit. Les Rochelais prennent l'avantage dans ce match. Ça fait 2-1. Les Mignaliens tentent de réagir sur ce corner dévié de la tête par Agag. Le ballon traîne dans la surface et ça permet à Achouri de relever cette balle pour le ciseau d'Agag. Mais Bernard s'étire bien pour repousser cette tentative. Magnifique geste de l'attaquant mignalien. Coup de sifflet final, le score en restera là. L'Avenir Maritime, Lalleux-la-Palisse s'impose sur sa pelouse face à Mignalou Beauvoir sur le score de 2-1. Physiquement, les Mignaliens ont perdu la bataille, assure Thomas Péchon, le défenseur de cette équipe mignalienne. Je pense que si dès le début on aurait mis les quelques occasions qu'on a eues, on aurait eu un score plus favorable pour nous. Après on est tombé en deuxième mi-temps sur une équipe qui est revenue remonter du vestiaire. Nous on a lâché physiquement, dans les têtes on a baissé la tête et puis voilà on le paye cash. C'était un match important parce que si on gagnait ce match on prenait de l'avance sur cette équipe. Maintenant, on est focalisé sur ce qui va arriver et puis on va tout faire pour prendre le plus de points possible. Ça a fait du bien cette victoire, ça a fait du bien. Il fallait les 3 points absolument parce qu'on a un maintien à aller chercher. On l'a fait, on n'a pas été spécialement joli, mais au moins à domicile on l'a fait. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné ici, devant tout ce monde, ça fait plaisir pour nous et pour les supporters. L'ambiance ça n'a pas changé, on a un bon groupe, on a une bande de copains. Vraiment, ça fait plaisir. Ils avaient 6 points devant nous. Si on perdait, ils étaient à 9 points. Là, on recolle à 3 points. La semaine prochaine, on va à Migny-aux-Anses. Il faut, pareil, les 3 points. Il faut enchaîner les victoires. Absolument. Allez
Ce numéro 128 d'LFNA TV est désormais terminé. Je remercie à l'édition les équipes de Flavien Ziolkowski avec notamment notre journaliste Théo Rodriguez. Merci à vous pour votre fidélité. Continuez de partager et de commenter cette émission comme vous le faites chaque semaine. On se retrouve lundi prochain pour le numéro 129. D'ici là, passez une très bonne semaine. Et n'oubliez pas, le plus important, le football, qu'il soit professionnel ou amateur, ça reste un jeu.